Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être encore très nombreux ce soir pour ce 4e épisode de notre webinaire Un métier d'exception. Comme vous le savez, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Glasses, le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. Et notre but chez My Job Glasses, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels pour découvrir les métiers, sortir des clichés et surtout vous aider à vous projeter dans le monde professionnel. Tout cela grâce à notre réseau de 48 000 professionnels qui sont disponibles pour échanger avec vous pendant des entretiens informels d'1 heure en tête-à-tête, soit directement dans les locaux de l'entreprise ou dernièrement avec le Covid-19 plutôt par visioconférence. Pendant le confinement et afin d'aider un très grand nombre de jeunes, nous avions souhaité lancer un format inédit, vous permettre de rencontrer une personnalité qui vous ferait découvrir son métier d'exception. On a donc commencé avec Madame l'ambassadrice de France à l'OTAN. Nous avons ensuite eu la chance d'échanger avec le commandant d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Marine nationale et encore récemment avec le directeur international marketing et communication de la maison Van Cleef & Arpels. Cette fois, vous avez été très nombreux avec plus de 1000 participants et de très nombreuses questions que j'ai pu poser de votre part à nos 3 premiers invités pour vous faire mieux comprendre leur mission. Alors, on a fait une courte pause et ce soir, je suis vraiment très heureuse d'avoir un invité d'exception qui va nous faire entrer dans un univers nouveau, la politique cette fois, des médias et également échanger sur l'univers des études et des sondages d'opinion. Et je suis sûre que vous découvrirez un tas d'éléments que vous n'imaginiez même pas. C'est donc avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Brice Teinturier, qui est le directeur général délégué d'Ipsos en France. Alors, je vous demande juste un tout petit peu de patience pour vous expliquer le déroulé du webinaire. Pendant les 30 premières minutes, je vais poser des questions à Brice sur son parcours et ses missions. Et dans 30 minutes, je me ferai votre interprète et je lui poserai toutes vos questions. Alors, toutes, peut-être pas, parce qu'on me dit que vous êtes encore très nombreux ce soir, mais j'essaierai d'en poser un maximum. Comme vous le voyez sur la droite de votre écran, vous avez différents onglets, et notamment un chat. Si vous avez des questions techniques ou si vous souhaitez que nous transmettre des commentaires, c'est Marion dans l'équipe qui sera là pour vous répondre et vous aider. D'ailleurs, je vous invite à tester le chat en nous envoyant un petit bonjour pour nous indiquer que ça fonctionne et que vous êtes avec nous. Vous avez également un onglet questions dans lequel je vous invite à écrire vos différentes questions pour que je puisse les poser tout à l'heure dans 30 minutes à notre invité. Vous pouvez bien sûr les écrire dès maintenant ou au fur et à mesure de nos échanges. Et vous verrez aussi qu'il y a un système d'upvote pour faire remonter les questions qui vous intéressent le plus. Pensez bien, pour que je puisse vous présenter, à indiquer en plus de vos questions votre prénom, votre âge ainsi que votre formation. Donc, par exemple, Sophie, 23 ans, étudiante en première année de sciences politiques à l'université d'Aix-Marseille. Voilà pour ces quelques règles. Nous sommes donc prêts à aller à la découverte d'Ipsos, des instituts de sondage, en compagnie de Brice Teinturier. Alors, cher Brice, bonjour. Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous accueillir et au nom de toute l'équipe My Job Glasses et de tous les jeunes qui sont présents ce soir, je voulais vous remercier sincèrement pour le temps que vous allez nous accorder. Non, pas du tout. D'abord, c'est un plaisir que de partager ça avec vous et avec tous les étudiants. Donc, merci à vous. Merci Brice. Je suis sûre que vous allez nous permettre d'y voir plus clair sur votre quotidien et nous faire découvrir votre beau métier et votre secteur d'activité. J'ai une première question pour vous, Brice. Comment fait-on pour devenir directeur général délégué d'Ipsos en France? Vaste question. Alors, oui, il y a de la chance, d'abord. Ça joue dans un métier, dans une carrière. Donc, il y a des éléments de chance ou de hasard qui sont intervenus. Je vais vous en dire un mot. On bosse beaucoup. Honnêtement, c'est un métier où on travaille énormément. Donc, il faut aussi en passer par là. Et puis, il y a de belles rencontres et différentes opportunités qu'on peut à certains moments saisir ou pas. Moi, au départ, il y a eu un vrai hasard. Je me destinais pas du tout à ce métier. D'abord, j'ai une formation littéraire. Donc, je sais que souvent, on me demande si j'ai une formation de statisticien. Ça me fait beaucoup rire parce que j'ai fait une première C, enfin S maintenant. Mais ensuite, j'hésitais entre la médecine et la philo. Mais ensuite, une therma. Donc, je suis vraiment un produit plutôt littéraire. J'ai fait des Cagnes à Louis-le-Grand, j'ai fait Sciences Po. Donc, je suis pas un statisticien à la base. Et mon rêve au départ, c'était plutôt d'allier la philo politique. Donc, j'avais le virus de la politique, ça c'est vrai. Mais la philosophie politique, où j'avais fait un DEA d'études politiques et tout. Et puis de la sociologie, de préparer la grecque de sciences politiques. Donc, je n'étais pas du tout programmé pour
aller comme ça dans un institut de sondage. Et en fait, j'y suis rentré, mais c'est une petite anecdote, mais j'espère qu'elle vous donnera aussi quelques clés à vous tous. Je faisais mon DEA d'études politiques après Sciences Po et j'ai tout simplement eu besoin d'avoir un job alimentaire. Et j'avais deux possibilités. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je suis l'assistant parlementaire d'un député, mais je pars aux États-Unis. Si tu veux, je te présente à ce député et il aura besoin, donc ça va se faire. Et puis, il y Mhm. avait une amie d'amis qui avait une boîte d'études qualitatives. Sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Des études qualitatives. Mais je me suis dit, tu vois, ça a l'air d'un vrai métier. Donc, je vais plutôt aller voir ça. Et j'ai donc décliné la proposition d'être l'assistant parlementaire d'un député qui, à l'époque, était le plus jeune député de France et qui s'appelait François Fillon. C'est assez drôle parce que Ah oui, 20 ans après, j'ai pu le revoir, mais dans d'autres circonstances. Bon, bref, je suis rentré donc dans une boîte d'études qualitatives qui travaillait en grande conso. Et c'était un job alimentaire au départ. J'étais encore dans l'idée de faire un doctorat, la grecque de sciences politiques et tout. Et en fait, le truc m'a passionné. C'est vrai que j'ai fait des réunions de groupe Quali, des entretiens individuels non directifs sur des marques de café, des packaging, des... Alors, le sujet, soyons honnêtes, l'objet ne m'intéressait pas beaucoup, mais la technique, je l'ai trouvée fascinante et assez en rapport avec ce que j'avais fait durant mes études. C'est-à-dire travailler du contenu et du texte, faire parler les gens et essayer d'analyser tout ça. Et puis, je me suis marié jeune, j'ai eu des enfants jeunes, donc mis bout à bout, j'ai opté, je suis resté dans cette boîte d'études Cali. Alors, elle était très grande conso, ça me plaisait moins. Après, c'est mhm. là où le hasard arrive aussi, hein. Et par là, je suis allé à Louis Harris, puis à l'IFOP, et puis ça a démarré comme ça. Mais donc, au départ, j'ai un profil littéraire et je me disais même, moi, un institut de sondage, surtout pas. Comme quoi, Comme quoi. des fois les a priori. Et puis les choses s'enclenchent. Louis Harris, l'IFOP, où j'avais suivi à l'époque Laurence Parisot, qui était une boîte, on est dans les années 90, hein, pardon, j'ai quelques heures de vol, ça va vous paraître très très loin, mais c'était une maison qui à l'époque perdait de l'argent, qui était vraiment en quasi dépôt de bilan. Donc on a énormément travaillé, mais l'opportunité, c'est que je faisais beaucoup d'études qualitatives, ça existait peu dans le milieu des études en politique. On faisait beaucoup de Mhm. sondages, donc quantitatifs auprès de gros échantillons, mais peu ou pas de quali. Et comme je maîtrisais la technique, on a vraiment beaucoup poussé ça à l'IFOP. Et l'idée, c'était que je monte un département d'études qualitatives. Ça s'est transformé en reprendre le département politique qui n'allait pas bien. Et ce que j'ai fait, parce que c'était une belle opportunité, c'était sympa, et on a beaucoup poussé les études qualitatives à ce moment-là, au début des années 90, mais dans le milieu politique. Il y a eu la campagne de 95 qui a été une très belle campagne électorale. Et c'est comme ça que les choses ont pris. Puis après l'IFOP, je suis allé à la Sofres, j'ai fait un peu de conseil. Et puis après, depuis une dizaine d'années maintenant, à Ipsos. Parfait, merci. On voit que vous avez bien bougé aussi, même dans les différents instituts de sondage. Si vous C'est une deviez autre nous... clé. Pour répondre à votre question, c'est que Ouais. et ça, c'est peut-être un petit conseil que je peux vous donner d'emblée. Il faut quand même accepter de bouger, donc de prendre quelques risques. Moi, franchement, j'ai pas eu le sentiment de prendre des risques. J'ai bougé soit quand il y a eu des occasions, soit quand je commençais à m'ennuyer. Mais je pense que rester trop longtemps dans une structure, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc., c'est un peu piégeux et c'est dommage parce qu'il faut renouveler les équipes, les têtes, les défis. Vous arrivez dans une autre boîte, eh bien, il y a toujours un enjeu d'intégration. Est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer? Et ça, c'est quand même utile dans un parcours de temps en temps d'être capable de se botter un peu les fesses et de se remettre un tout petit peu en danger quand même. C'est- Vous avez raison. Si on en vient à vos missions et celles de vos équipes de manière plus large, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment ça marche, nous parler d'Ipsos et puis peut-être des différents types de sondages que vous faites, parce que c'est vrai qu'on associe souvent sondage et politique. En fait, ça va bien au-delà de la sphère politique et les sondages sont aussi beaucoup utilisés, notamment par les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors, vous avez d'autant plus raison de pointer ça, de le rappeler, que pour ce qui me concerne, la partie dans les médias, c'est 1% de mon temps d'activité, donc c'est rien du tout. Que la partie politique, c'est dans les instituts de sondage, et y compris à Ipsos,
quelque chose de très minoritaire si on entend par politique vraiment les études pour les élections, pour les partis politiques, etc. Si on Mhm. l'élargit aux enquêtes d'opinion, donc chez nous, ça s'appelle les public affairs, ça représente déjà quelque chose de plus conséquent, mais ça veut dire qu'on va aussi travailler beaucoup pour des entreprises privées, où on fait des enquêtes d'opinion, des enquêtes de positionnement, des enquêtes auprès des salariés également, des collaborateurs ou des différentes parties prenantes. Donc cette sphère-là, on va dire, elle est plus large, mais elle représente, allez, 15% du chiffre d'affaires d'une maison comme Ipsos. Vous avez en Et alors, réalité beaucoup d'autres activités qui sont le marketing, les médias, la satisfaction client. Donc c'est un domaine extrêmement divers, le monde des études, qui a énormément bougé. On fait bien d'autres choses que simplement des sondages ou du qualitatif. Aujourd'hui, on travaille avec des data scientists, on travaille sur des plateformes, on met en place des communautés, on travaille avec les derniers apports de la neurologie pour bien comprendre comment se font les émotions par rapport à une publicité ou par rapport à une affiche. Donc c'est extrêmement divers, extrêmement passionnant. Je pense que c'est vraiment un très beau métier que finalement d'être payé pour fournir des informations à des clients sur ce que pensent les gens, pourquoi ils le pensent et comment ils se comportent. C'est assez génial, hein. Il y a peu de métiers où on peut faire des choses, je trouve, aussi passionnantes et en même temps rentrer dans un modèle entrepreneurial avec une économie à la clé, des gains de productivité et de l'organisation. Donc c'est un monde très large. Moi, je m'occupe de quatre ou cinq grands domaines, donc les études politiques, les études d'opinion pour les entreprises au sens large, tout Mhm. ce qui relève de la sphère corporate, donc tout ce qui va être le corpo pour des directeurs de la communication, là aussi on fait beaucoup d'études. Et puis des gros dispositifs, où ça peut être des très gros dispositifs avec moins d'analyse, mais quand il faut fabriquer de la statistique publique, par exemple pour l'INED, pour l'INSEE, et là c'est des très grandes enquêtes, donc on a une division qui s'occupe de ça et dans lequel je mets un peu les mains. Donc c'est très divers et c'est un beau métier aussi parce que vous avez une diversité de contacts, une diversité de sujets, plein de rencontres avec des clients de toute nature, des DG, des DIRCOM, des directeurs marketing. Donc c'est un univers en réalité très large et beaucoup plus divers que simplement les interventions qu'on peut faire dans les médias au moment des élections. En effet, c'est ce qu'on voit, c'est la phase immergée de l'iceberg, mais en fait, il y a plein de choses derrière et des équipes qui font des métiers très différents aussi pour justement rendre l'étude possible. Oui, parce que moi, quand j'arrive dans les médias, je suis vraiment tout au bout de la chaîne. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que derrière, vous avez plein d'équipes qui ont travaillé et contribué à la production d'une analyse. Alors, si vous prenez une enquête très classique, par exemple un sondage, vous avez des équipes qui vont travailler sur le plan de sondage pour que l'échantillon soit représentatif. Puis ensuite, on a la partie dans notre jargon terrain ou prod. Vous lancez Mhm. l'étude sur le terrain, soit en téléphone, soit en face à face, soit en online. Donc là, c'est la partie recueil. Il y a beaucoup d'étapes pour que le recueil soit de qualité, soit fiable. Puis vous allez rapatrier les données, vous allez les traiter. Donc il y a une phase de traitement informatique. Après, il va falloir tout simplement analyser, mettre ça dans des tableaux, hein, ça tombe pas du ciel, ça se fabrique, même si on essaye d'automatiser les choses. Et puis, quand vous avez tous ces éléments, vous avez fait un plan de tri, vous avez commencé à réfléchir, vous analysez, vous rédigez éventuellement une analyse et vous allez présenter les résultats à votre client. Donc, ou vous les présentez dans un média. Donc, il y a toute une chaîne et tous les maillons de la chaîne sont extrêmement importants. Et un des enjeux, c'est d'arriver à faire travailler tout ce monde-là pour que ça s'emboîte parfaitement, de manière harmonieuse, de manière fiable, avec des contraintes de terrain aussi. Donc c'est très exigeant, mais c'est très stimulant. Et celui que vous voyez éventuellement sur un plateau de télévision, eh ben, il est le point d'arrivée de tout cela. Mais pour une soirée électorale, qui est encore un autre exercice, enfin, ça c'est Mhm. juste que pour vous donner, là, dimanche 28 juin, lors des municipales, des résultats qui se sont produits dans certaines villes, ou lors d'une présidentielle, donner quelques chiffres pour dire qui a emporté, vous avez 500 personnes de mobilisées ce jour-là. Rien que C'est pour énorme. donner à 20 heures un chiffre. Donc c'est vraiment une production collective. Et c'est encore un des aspects du métier, c'est que c'est un boulot que vous faites en collectif. Vous ne pouvez pas être tout seul. Ça marche si vous avez su vous entourer de gens compétents et si tout cela se fait dans une bonne organisation en pianotant sur toutes les compétences des uns et des autres.
Du coup, justement, dans toute cette phase, on pourrait l'avoir une question, c'est est-ce que vous avez des journées types, vous, Brice Teinturier? Ou est-ce qu'il n'y a pas de journée qui se ressemblent parce que chaque jour est particulier avec plein de choses différentes à faire? En fait, il y a pas mal de choses très différentes. Moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est le côté diversité aussi du métier. Malgré tout, il y a quelques journées types, ou en tous les cas quelques tâches qui reviennent régulièrement. Alors, plus vous progressez dans ce métier, plus votre spectre il s'élargit aussi, et vous avez des Mhm. fonctions qui ne sont pas simplement des fonctions d'études, mais progressivement plus commerciales. Vous êtes en relation client et vous écoutez des clients, vous essayez de répondre à leurs besoins, vous leur apportez de l'information. Donc là, vous allez passer une partie de votre temps chez les clients. C'est encore autre chose dans une journée type que d'être au bureau à travailler sur les données ou sur le projet questionnaire, par exemple, ou sur la méthodologie à mettre en place. Et puis, si vous avez des responsabilités managériales ensuite, il y a une partie de votre temps qui est consacrée à ça, à l'organisation du travail des équipes, au suivi de ce travail, à son optimisation. Vous avez aussi des budgets à suivre et puis progressivement à faire tourner une maison. Donc, ce qui est passionnant, c'est que ça reste un métier de contact. On est Mhm. énormément en relation avec beaucoup de clients. Ce qui est passionnant, c'est que ce sont des univers aussi assez différents. C'est vrai qu'un jour, moi, je vais faire une étude politique pour un ministère ou pour un homme politique. Le lendemain, je vais me retrouver avec un DG qui va me parler de ses enjeux de positionnement auprès de tel ou tel stakeholder. Le surlendemain, on sera sur un enjeu interne d'organisation des équipes, etc. Alors tout ça peut se cumuler dans une journée où il peut y avoir des dominantes, mais il y a une grande diversité, on va dire, de tâches et d'ampleur. Et plus vous progressez, plus vous élargissez ce spectre. Et ça, c'est franchement extraordinaire, parce qu'on s'ennuie jamais, hein. On est même plutôt, j'allais dire, poursuivi par, par le reste. Enfin, les journées n'ont que 24 heures. C'est plutôt ce syndrome-là. Si on reste justement dans votre métier, nous, c'est une question qui nous tient à cœur. C'est quand on va rencontrer les jeunes dans les écoles, les universités, les IUT, les BTS, on leur explique que le métier paillette n'existe pas finalement et que tout métier a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Même si vous avez l'air d'avoir un métier qui fait rêver, je suis sûre qu'il y a quand même des côtés que vous appréciez énormément dans votre job Et et des d'autres qu'on côtés qui apprécie peuvent être moins. un peu plus contraignants. Il y Est-ce a que des... vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Et puis, rien n'est jamais tout rose, ça c'est clair. Alors après, ça dépend de votre carburant personnel. Par exemple, dans les contraintes, on va dire, plus négatives, il y a une tension permanente. Quand vous êtes dans des métiers qui touchent à l'actualité, là c'est un peu différent quand vous êtes dans le domaine marketing, mais l'actu c'est en permanence. C'est-à-dire que ça ne s'arrête Ouais. jamais. Le week-end, ça ne s'arrête pas. Les journalistes vous appellent le week-end, des clients, notamment dans la politique, ont des journées très remplies, donc c'est le week-end qu'il y a des choses aussi qui se font. Donc ça, vous pouvez trouver que c'est assez appréciable, on s'ennuie jamais, mais il y a un côté aussi un peu harassant, hein, ça ne s'arrête jamais. Il y a des éléments où, dans les aspects plus négatifs, au début, je disais aux chargés d'études quand je les recrutais, attention, on commence à être intelligent dans ce métier et à faire fonctionner ses neurones après avoir lancé un terrain, vérifié des données de plan de sondage pour savoir s'il n'y a pas une bourde. Donc il y a beaucoup de tâches aussi qui sont ou qui peuvent apparaître comme ingrates. Et c'est une fois qu'on a le retour des données qu'on commence vraiment à réfléchir à leur interprétation, à leur signification et à comment on va aller présenter ça chez le client. Donc il y a aussi cette partie qui peut être pour certains un peu aride. C'est un métier où il faut être très rigoureux, où vous pouvez vous faire piéger, il peut y avoir une petite défaillance et ça va pas marcher. Donc il y a aussi cette dimension, hein. C'est pas un métier de la com au sens gourou, paillette, etc. Pas du tout. C'est un métier où il faut être très structuré, très rigoureux. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Il y a des moments où ça peut un peu vous barber, d'autres moments où moi j'aime bien être dans des choses justement assez structurées. Parfait, merci. Euh, si Et puis, on... pardon, c'est un métier par Allez, définition, c'est de la prestation de service. Donc quand vous acceptez oui, d'être un prestataire de service, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une conscience du client et une relation avec le client très forte, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire.
Le client, il vous nourrit au sens propre et au sens figuré, c'est lui qui vous paye à la fin. Moi, il me nourrit intellectuellement, parce que ce qui est passionnant aussi, c'est tout ce que ces gens peuvent vivre et vous apporter quand vous êtes en relation avec eux. Donc ça, c'est très bien. Mais vous avez également des clients extrêmement exigeants, où il va falloir se plier en quatre. Vous avez des clients qui ne sont pas forcément tous les jours très, très marrants, parce qu'eux-mêmes sont sous pression. Donc, il faut aimer la relation client. Bon, moi, c'est un de mes moteurs. Je suis vraiment, je pense que ce qui est formidable, c'est justement d'essayer de créer un lien de confiance avec un client et ensuite de le satisfaire, de comprendre sa problématique, de lui être utile et de lui apporter quelque chose. Mais là-dedans, vous avez des choses positives et des choses qui, par moments, peuvent être vécues un peu plus douloureusement, on va dire. Vous parlez justement de cette relation client qui est très forte. Quand on a préparé le webinaire tout à l'heure, vous m'aviez également parlé de des fois savoir dire des choses qui sont pas très sympathiques à dire à des clients qui vous ont demandé une étude, parfois même sur leur personnalité ou sur comment ils sont vus, notamment en politique. Est-ce que vous pourriez peut-être partager ça Mais avec les jeunes qui nous écoutent? ça, c'est, pour le coup, c'est une des particularités des études politiques. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le marketing et que vous faites une étude sur un produit et que vous présentez les résultats au chef de produit, par exemple, et que les résultats sont pas bons, c'est jamais agréable pour lui, mais il n'a pas fusionné avec son produit malgré tout. Enfin, j'ai connu quelques cadres qui avaient totalement fusionné avec leur produit, mais c'est quand même pas la règle. Quand vous travaillez pour un responsable politique et que vous faites notamment une étude d'image pour lui, c'est de lui dont on parle. Et souvent, on ramène, j'ai envie de dire même très souvent, vu les caractéristiques de l'opinion publique française, où les Français sont quand même très défiants, très critiques, notamment vis-à-vis du système politique et de leurs représentants, vous ramenez des choses parfois épouvantables. Et c'est d'eux dont on parle. C'est encore plus violent quand on est dans des études qualitatives. Je ne sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est que les études qualitatives, mais vous faites parler des gens très longuement pendant 3 ou 4 heures en réunion de groupe ou en entretien individuel. Vous analysez ce qu'ils vous disent, donc du contenu, et vous présentez une analyse, mais avec du verbatim. Ce n'est pas des chiffres, mais avec des illustrations sur ce qu'ils ont dit. Donc parfois, c'est extrêmement violent pour la personne. Et il faut trouver le bon calibrage. Moi, en tous les cas, c'est la règle que je me suis donnée, où il faut tout leur dire. Il n'est pas question de cacher quelque chose par rapport à un client. Dans le contrat de confiance, vous devez lui fournir des informations fiables, rigoureuses et réelles. Donc il faut dire les choses, y compris quand elles sont épouvantables. Et il faut être capable en même temps de les dire sans être inutilement blessant. Parfois c'est blessant, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter sur le côté inutilement blessant. Si vous avez des choses très négatives, et encore une fois ça arrive très souvent, il faut les ramener pour ensuite essayer de construire avec lui quelque chose, un chemin qui va être positif pour limiter ce type de perception, par exemple. Mais c'est vrai que vous avez des présentations de résultats qui peuvent secouer, quoi. Ça peut être assez sportif parce que vous allez devoir dire des choses assez terribles et que j'ai tout vu dans ce genre de circonstances. Des clients qui se mettaient en mode totalement défensif, des clients furieux, puis des clients qui avaient une capacité d'encaissement absolument extraordinaire et ensuite vous aviez une vraie discussion sur ce que ça pouvait signifier, pourquoi et comment tout avancer. Donc être diplomate est une vraie qualité nécessaire aussi dans le job. Oui, je dirais pas de diplomate, il peut être connoté un peu. Je pense qu'il faut être assertif, donc il faut vraiment dire les Ouais. choses, mais qu'il y a une manière de les dire en évitant, parce que je vois de temps en temps chez certaines personnes, il peut y avoir une tentation presque un peu jouissive d'en coller une qui est, allez, bien critique, bien négative au client. Ça sert à rien. On n'est pas là pour être dans ce jeu-là. Donc il faut être assertif en essayant encore une fois de ne pas être inutilement blessant. Ça sert à rien et ça serait même tout à fait inapproprié et monstrueux d'essayer de blesser quelqu'un quand vous avez du matériel qui s'y prête. C'est pas l'objectif. On est là pour aider nos clients. Tout à fait. Parmi les anecdotes que vous m'avez partagées tout à l'heure et que j'ai trouvées fort intéressantes, il y a des moments qui nous ont marqués à nous tous. Alors, je suis un peu plus âgée que les jeunes qui nous écoutent. Et donc, pour certains, ils étaient tout jeunes, voire pas nés. Mais on se rappelle tous d'élections présidentielles, et notamment, je pense à celle de 2002 qui a marqué parce que on s'attendait pas forcément à avoir ce second tour-là. Est-ce que vous voulez partager un petit peu quelques anecdotes autour de ça? Il y a des moments de forte intensité dans ce métier
Et les moments d'élection présidentielle cristallisent souvent beaucoup de tensions, beaucoup de choses très dures et beaucoup de choses qui vous marquent. Moi, je réunis souvent les équipes avant une présidentielle parce qu'il y a un moment où je sens que ça y est, on est dans la présidentielle et je leur rappelle toujours, on y est, ça démarre, donc ils vont devenir fous. Euh, ça va, ça va tanguer parce que les enjeux sont colossaux, parce que les passions et les pressions que les candidats ont sont très fortes et donc on est là-dedans. Alors, le 21 avril, vous interrogerez tous mes confrères et tous les politos ou tous les politistes ou sondeurs, appelez-les comme vous voulez, qui ont vécu ça. C'est un moment évidemment marquant qu'on a tous en tête parce que, contrairement à une légende, on a vu monter Le Pen, on a vu que les courbes pouvaient se croiser. On a même appelé, j'étais à l'époque à la Sofres, on a appelé Le Monde pour leur dire à 8 jours du scrutin, mais attendez, il peut passer là, Le Pen, il peut être au second tour et Jospin peut être frappé. Les dynamiques étaient claires. On n'avait pas le niveau, mais on avait les dynamiques. Et Le Monde a même eu un débat, le journal Le Monde interne à l'époque, pour savoir s'ils en faisaient une. Puis finalement, ils se sont dit, si on en fait une, on va nous accuser, puisqu'il n'y a pas encore ça dans les sondages de manipulation. Donc, ils en ont fait 2 pages intérieures. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a rien vu. Ça a été un coup de tonnerre, comme si on n'avait rien vu. Il y a des gens qui voyaient des choses et qui le disaient, des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Mais bref, le dimanche soir, quand vous êtes un plateau de télévision ou de radio et que vous faites l'estimation des résultats, et nous, on commence à avoir des premiers résultats entre 18h30 et 20h, et en général, ils sont assez solides et fiables, oui, c'est très marquant. Moi, j'étais à RTL ce soir-là. On a vu sur les premiers bureaux de vote qui rentraient que Le Pen était devant Jospin et que Chirac était qualifié. Quand vous avez 3, 4 bureaux de vote, vous dites, ah, t'as vu, tiens, Le Pen est devant. Puis quand vous avez 15 bureaux de vote et que la tendance commence à s'affirmer, ça va très vite. Et il y avait un silence de mort dans la rédac. À un moment donné, les courbes se sont rapprochées. Je me souviens que le rédacteur en chef de l'époque, qui s'appelait Noël Coadel, m'a dit, est-ce que vraiment ça peut se recroiser? Et je lui ai dit, il devait être 19h, 18h40, 45. Je lui ai dit, non, l'hypothèse de travail, c'est le second tour maintenant avec Le Pen. Et là, toute la rédac part au téléphone parce que pour eux, c'est un changement total. Donc, il faut qu'ils trouvent des invités pour les plateaux à 20h où il y aura du Front National. Et vous êtes dans un climat qui est incroyable. À l'époque, en France, ça a été un coup de tonnerre. Il y a eu des mobilisations, des manifestations. Et donc, on était au cœur de ça parce qu'on ramenait cette information à 18h40. Oui, c'est bien Le Pen qui est au second tour. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'ai vécu, ça fait partie des plaisirs, des moments comme ça qui peuvent être très forts. Les attentats de 2015, je pense qu'on s'en souvient aussi beaucoup dans les instituts parce qu'on a mesuré des choses qui étaient à ce moment-là tout à fait inédites. Mais les présidentielles, ça cristallise beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moments. On arrive déjà au bout de la première demi-heure qui m'est réservée et on va prendre les questions des étudiants. Mais juste avant, peut-être une dernière question. On vit en ce moment une période qui est assez compliquée avec de nombreux stages, alternances qui ont été annulés pour les étudiants, des jeunes diplômés qui angoissent d'arriver au pire moment sur le marché du travail. Est-ce que vous auriez un conseil ou un retour d'expérience pour eux? Bon, alors d'abord, je tiens quand même à dire, parce qu'on évoquait un petit peu ça ce matin avec Émilie, il y a eu d'autres époques, 2008, 2009, après la crise, où c'était pas facile. Quand je suis rentré sur le marché du travail, moi, à la fin des années 80, c'était pas très facile non plus, hein. Il y avait déjà un chômage de masse, puis on avait le sida, enfin bon, etc. Mais malgré tout, je voudrais pas justement me réfugier dans ce genre de comparaison, parce que je pense que la situation, elle est quand même particulièrement difficile pour vous qui arrivez là au bout de vos études, qui rentrez sur le marché du travail, et pan, il y a ce Covid qui a déboulé et cette baisse de l'activité qui est quand même historique. Donc, première chose que je tiens à vous dire, c'est oui, je comprends parfaitement si certains d'entre vous ont quelques inquiétudes ou angoisses. Franchement, là, vous n'avez pas de chance. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras parce que tout ne va pas se fermer non plus. La première chose, je pense, à avoir à l'esprit qui peut peut-être vous aider, c'est que dites-vous que dans les organisations en ce moment, tout le monde est sous tension. Cette crise, elle crée de la tension partout, y compris et beaucoup chez ceux qui ont un job, parce qu'il faut qu'ils le défendent, parce qu'il faut qu'ils défendent l'activité, parce que c'est difficile, etc. Donc, dans vos contacts avec eux, faites-leur comprendre que vous comprenez ça. Tout de suite, on se dira, tiens, bah, celui-là, au moins, il
il voit bien l'air du temps, il voit bien à quoi je suis soumis et tout. Et ça peut permettre de détendre l'atmosphère et d'avoir un peu plus de temps de ces personnes. Vous allez avoir des interlocuteurs tendus, sursollicités, qui auront peu de temps. Le meilleur moyen de les choper, c'est vraiment déjà de leur faire comprendre que vous comprenez ça. Donc, soyez patient, jouez là-dessus, développez votre réseau. Plus que jamais, ça va se jouer avec des réseaux. Et comptez quand même sur quelque chose. Les gens comme nous, entre guillemets, ça me vieillit abominablement quand je m'entends dire ça. Mais qu'est-ce qui nous anime aussi? C'est d'essayer d'aider des gens comme vous. Si on peut donner un coup de pouce à quelqu'un, à un jeune, mais on est évidemment super content de pouvoir le faire. Donc, vous retrouverez des interlocuteurs, n'en doutez pas, disponibles et qui chercheront à vous aider. Ils vont simplement être sous tension et avec des marges de manœuvre un peu plus réduites que ce qui aurait été le cas en d'autres circonstances. Bah, merci beaucoup pour ce message, Brice. Je vous Bon. propose maintenant de prendre les questions des jeunes pour pouvoir du coup enchaîner. Alors, je suis en train de lire les différentes questions qui me sont remontées. Peut-être une première question sur les sondages. C'est Émilie qui a 22 ans et qui est étudiante en M2 commerce à La Rochelle, qui demande comment est-ce qu'on décide du panel de gens qui est interrogé et auprès de qui on fait des sondages. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça marche? D'abord, c'est une très bonne question parce que pour que l'étude soit pertinente, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, qu'il faut poser à son client et avec son client. Qu'est-ce qu'on veut savoir exactement? Quelles sont les informations qu'on n'a pas et dont on se dit l'enquête, quelle que soit la méthodologie, un sondage, un quali, tout ce que vous voulez, du web listing, parce qu'il y a aussi tout ça évidemment qu'on fait, elle doit nous ramener quelles informations? Puis la deuxième question tout de suite, c'est et auprès de qui il faut avoir ces informations? Qui est véritablement, entre guillemets, ma cible, la catégorie de personnes pertinentes à interroger? Dans les enquêtes politiques, c'est souvent très simple. C'est l'ensemble du corps électoral, c'est les Français ou les habitants de telle ville. On a un scrutin municipal bientôt. Bon, voilà. Dans des enquêtes marketing, à chaque fois, ça peut être différent. Ça peut être les utilisateurs de telle catégorie de produits. Donc oui, c'est une très bonne question. On commence par réfléchir à la cible pertinente à interroger. Une fois qu'on l'a identifié, si c'est par exemple le grand public, il y a une notion qui nous est chère quand même, c'est que l'échantillon il doit être représentatif. Ça a de la valeur parce qu'on peut extrapoler les résultats obtenus par cet instrument qui est le sondage à l'ensemble de la population. Quelle que soit cette population, vous pouvez avoir une population particulière. Si l'enquête est faite auprès de cette population particulière avec des critères qui font que votre échantillon est représentatif, vous pouvez l'extrapoler. C'est là où c'est pas du big data ou de la consultation, du web listing. Il y a quand même cette dimension et il faut savoir combiner les deux. Et puis une fois que vous avez ces questions, vous vous donnez les moyens de constituer un échantillon représentatif. Il y a plein de méthodes pour ça, la méthode des quotas, la méthode aléatoire, et vous lancez votre terrain en respectant ces quotas pour que les 1000 personnes interrogées, par exemple, correspondent à la photographie en miroir de la société française. On est d'accord qu'en général, c'est 1000 personnes à peu près pour avoir un échantillon représentatif sur une étude. Non, c'est très variable parce que ça peut être, si vous interrogez par exemple les habitants d'une circonscription, ça peut être 600 personnes, ça peut être 1000 pour l'ensemble du corps électoral, mais on fait aussi des enquêtes, des panels par exemple auprès de 20 000 personnes, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des lectures très fines par sous-catégorie de population, les habitants des territoires ruraux versus les urbains, donc il faut un gros échantillon pour pouvoir trier les résultats par tout cela, les jeunes versus les plus âgés, les jeunes des milieux populaires versus les jeunes issus de catégories plus aisées. Donc la taille de l'échantillon, elle est aussi une des variables à prendre en compte par rapport à l'information qui est demandée. En fait, c'est ça qui intellectuellement est intéressant. Vous avez un client qui a une problématique et vous devez l'aider à trouver la meilleure combinaison possible pour y répondre. Donc, quel type d'information, auprès de qui, quel est le type d'étude que je vais utiliser, du quali, du quanti, du web listing, etc. Comment je vais faire pour créer un trade-off qui va respecter son budget? Parce qu'on n'est pas au CNRS. On est une entreprise privée, donc de notre côté, nous, on doit gagner notre vie. Mais lui, il a un budget, notre client, qui est aussi un budget contraint. Donc, comment je réfléchis à la meilleure combinaison
pour optimiser en fait toutes ces dimensions. Parfait. Justement, dans cette même idée, une question qui revient, c'est Fabrice, 22 ans, Master 1 à l'INSA Lyon, qui nous demande est-ce que des institutions ou des entreprises ont déjà essayé d'influencer vos analyses ou de les déformer? C'est une question qui revient souvent, hein. Est-ce qu'on est manipulé, etc., qui traduit aussi très bien l'air du temps, hein, une forme d'interrogation qui est légitime, mais sur la défiance et sur l'indépendance. Moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier, donc je suis plus tout à fait un perdreau de l'année. Sincèrement, des clients qui essayaient comme ça de vouloir tirer les résultats, de les orienter, peut-être que ça a dû m'arriver 4 ou 5 fois par rapport à des dizaines de milliers d'études ou de dossiers que j'ai eu à traiter. Donc, c'est marginal ou ça n'existe pas pour une raison simple, c'est qu'une étude, ça coûte quand même assez cher, et donc un client ne dépense pas de l'argent pour avoir des informations fallacieuses. Ça n'a aucun sens. Et puis surtout du côté de l'Institut, il y a deux choses qui font qu'on ne peut pas rentrer et qu'on ne rentre pas dans ce système-là. Il y a d'abord notre déontologie, alors vous me croyez ou pas, mais ça sert et ça structure. Donc moi, je ne joue pas avec ce genre de choses, et personne à Ipsos ne joue avec ce genre de choses. Dans nos valeurs clés, il y a l'indépendance, la rigueur, mais l'indépendance aussi. Et puis, même si vous faisiez l'hypothèse qu'il y a des gens malhonnêtes en institut de sondage, de toute façon, il y a un principe qui est un principe de réalité qui fait que vous ne pouvez pas jouer avec ça. Parce qu'imaginez que je fasse un résultat un petit peu bidonné, publié, parce que mon client voudrait soi-disant influencer comme ça. Mais j'ai des confrères qui sont des concurrents. Donc si moi je Bien sûr. publie quelque chose qui est totalement dissonant par rapport au reste, ça paraîtra immédiatement très bizarre. Donc de toute façon, en termes d'efficacité et en termes de déontologie, ça fait partie des questions récurrentes, mais ce n'est pas la réalité. Nous, notre effort et les demandes de nos clients, c'est un effort de fiabilité, c'est un effort de rigueur, c'est un effort de compréhension de la société ou de ce que pensent des consommateurs ou des électeurs pour pouvoir derrière agir. Mais ce n'est pas des outils qu'on tordrait un peu pour faire soi-disant de l'influence. Puis les Français sont beaucoup trop mal empapaoutés comme ça par des enquêtes qui seraient des enquêtes, on va dire, un peu vérolées. Et puis vous nous le disiez tout à l'heure, une partie de votre job, c'est aussi de devoir apporter des mauvaises nouvelles, d'être le messager de mauvaises nouvelles auprès de personnes à qui vous annoncez des résultats qui leur font pas toujours plaisir. Oui, alors ça, on est ce type de messager parce que les Français sont très critiques. Si demain les Français redevenaient comme il y a 40 ou 50 ans, beaucoup plus laudatifs vis-à-vis du système politique, j'apporterais moins de mauvaises nouvelles ou de choses désagréables à mes clients. Donc nous, on est quand même aussi des intermédiaires, hein, une médiation entre les Français, des individus, des catégories de population, et puis des décideurs qui ont besoin de ces outils, pas parce qu'ils sont coupés hein, des gens, mais parce que la massification fait qu'ils ne peuvent pas tout saisir avec le degré de finesse qui est recherché ou qui est nécessaire. Vous nous disiez qu'on pouvait faire des sondages ou des études sur plein de sujets extrêmement différents. Mmh. On a une question qui est justement, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus que les autres dans votre carrière? Oh, sur les sujets, non, il n'y en a pas un, parce qu'encore une fois, ce que je trouve moi formidable dans ce métier, qui est vraiment un beau métier, c'est la diversité des sujets. Alors, il y a des moments qui m'ont marqué, mais je pourrais vous en citer 15, 20, 30. Je sais pas, moi je me souviens, puisque la réforme des retraites, c'est un marronnier, par exemple, en France, ça vient régulièrement sur le tapis, parce que tous les gouvernements, peu ou prou, cherchent à réformer le système des retraites. Bon, sous le gouvernement de Raffarin, quand il y avait eu une réforme qui consistait à allonger la durée de cotisation des salariés du public, qui était inférieure à celle des salariés du privé, il y avait eu une forte mobilisation des salariés du public contre cette réforme, qui allait à l'encontre de leur intérêt personnel, mais le levier qui était mis en avant, c'était le levier de l'équité. Oui, je me suis retrouvé dans une réunion à Matignon avec le Premier ministre de l'époque et le ministre, parce que ça concernait tout le monde, où on avait mis en place un système d'études et on vous pose la question suivante sur est-ce que ça va passer la réforme? En gros, est-ce qu'on peut tenir ou pas? Et là, il faut répondre, hein, les amis. Vous avez un système d'études qui doit aider le décideur dans ses décisions. Et je me souviens que pour toute une série de raisons qu'on voyait dans les enquêtes, j'avais dit oui, là, l'opinion publique,
elle adhère à ce principe d'équité. Donc ça tangue, mais ça peut tout à fait passer sans qu'il y ait des débordements, on va dire, bloquant la réforme. Et quand vous dites ça, quand même, euh, oui, ben, j'espère que demain, je ne vais pas avoir 2 ou 3 millions de gens dans la rue et que mes instruments sont suffisamment solides et mon analyse suffisamment pertinente pour que ça soit réel. Donc, il y a des moments qui sont des moments importants, qui sont des moments intéressants, et où vous avez le sentiment de pas de jouer un rôle important, parce que moi, je suis vraiment très, très modeste par rapport à ça. Nos clients utilisent d'ailleurs très, très peu, contrairement à une légende, nos outils. En institut, quand vous dites si le client utilise 15% des enseignements de l'enquête, il faut être content, c'est vraiment que c'est une école d'humilité, parce qu'on voit bien que les décideurs sont soumis à des tas de pressions et que la variable de l'opinion, c'est une variable parmi d'autres. Moi, j'ai souvent le sentiment qu'ils devraient beaucoup plus utiliser ces outils. Mais peu importe, c'est comme ça. Donc, on n'est pas nous ne sommes pas des gens qui avons une influence, je crois, démesurée. En revanche, par moment, on aide des gens à prendre des décisions. Et on les aide en les éclairant sur des réalités. Et ça, c'est très satisfaisant. Enfin, je trouve que c'est très gratifiant parce que vous vous dites, j'ai été utile, quel que soit là le sujet, et des sujets de moindre importance ou de grande importance. Mais vous vous rendez compte que vous pouvez aider un client à se forger une idée et à prendre une décision. Parfait. Alors, il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés pour éventuellement avoir une carrière chez Ipsos. Donc, on a pas mal de questions sur le sujet. Quelles sont les compétences recherchées pour intégrer une équipe de chargés d'études chez Ipsos? C'est Wissam qui nous demande ça. Il y a des profils quand même qui sont un peu plus adaptés ou qui correspondent un peu plus au métier que d'autres, sans qu'on soit enfermé hein, non plus dans quelque chose qui serait caricaturalement étroit. Mais c'est vrai que si vous avez une formation soit en marketing, soit en communication, soit en statistique ou en données comme ça, ce sont des formations qui peuvent permettre assez facilement, enfin légitimement, de rentrer dans ce type de métier. Donc, vous êtes Sciences Po plus un DESS ou un master maintenant, c'est très Oui, bien, mais vous pouvez aussi être diplômé de Progis. Enfin, il y a plusieurs types de formations qui vont vous amener à ça. Une école de commerce également. On a moins de profils venant d'écoles de commerce. On a des profils qui restent plutôt des profils de type formation générale, des historiens, des Sciences Po, mais tout ça peut y prédisposer. Après, il y a des questions aussi de tempérament, de oui, profil. Moi, je redis que c'est un métier où on travaille également beaucoup. Il faut l'avoir à l'esprit. Ce sont des métiers exigeants, ce sont des métiers où on bosse quand même pas mal, et ce sont des métiers prenants parce que, encore une fois, ben, parfois, ça dépend aussi des gens, mais c'est pas, vous refermez pas uniquement le dossier, vous rentrez chez vous et puis vous l'avez oublié. Parfois, vous avez quand même des sujets ou des dossiers qui sont impliquants. Alors moi, c'est mon moteur, mais pour d'autres personnes, ça peut être par moments un peu difficile de rentrer chez soi et travailler sur des sujets lourds. On travaille sur des sujets de santé aussi. On a des tas d'enquêtes dans le domaine de la santé. Quand vous avez interrogé des gens qui ont eu un cancer ou une pathologie grave, qui vous racontent toutes les difficultés qu'ils ont, bah, vous refermez pas le dossier le soir en partant chez vous comme si rien ne s'était passé. Donc il y a bien aussi sûr. ces qualités qui sont requises, savoir mettre la bonne distance, encaisser, travailler, discerner, tout ça. Parfait. Au-delà de la forte charge de travail qu'on a vue, qu'est-ce que vous attendez des jeunes diplômés que vous recrutez dans vos équipes? C'est Ethel, 17 ans, en licence 1 de droit à Rennes, qui nous pose cette question. Alors là, je peux vous dire ce que moi, personnellement, effectivement, j'attends de quelqu'un. D'abord, j'attends qu'il soit ouvert d'esprit. C'est-à-dire des gens qui arrivent pétris de certitude à 20 ans, franchement, il faut que les gens soient ouverts, soient collaboratifs, soient prêts à travailler dans des équipes, ce qui suppose de prendre et bien qu'on apporte quelque chose, mais qu'on n'est pas bon sur tel élément. La règle, c'est l'autre qui a une compétence et d'accepter tout ça pour vraiment faire un travail collectif. Ce que je demande, moi, aux chargés d'études, c'est énormément de rigueur.
On est dans un métier où vous devez être rigoureux, argumenter, justifier. C'est pas de l'à peu près. Il faut de la rigueur dans la façon dont on travaille, dans le raisonnement, dans l'analyse qu'on va porter, etc. Ce que je leur demande, c'est d'être ouvert et curieux. C'est un métier où vous êtes bon aussi, je crois, si vous allez picorer un peu partout, si vous êtes en éveil. Et c'est pas justement des silos où vous êtes dans du marketing, vous n'allez rien regarder sur la société ou sur la politique, où vous êtes dans un domaine plus politique et vous ignorez la consommation. C'est absurde. C'est tout l'inverse qu'il faut avoir. Il faut être capable de mettre en relation et de s'intéresser à beaucoup de choses. Donc c'est un peu toutes ces qualités-là. Je vais pas en remettre une couche sur les capacités de travail. Après, vous allez penser que c'est un bagne, le métier des études, alors qu'encore une fois, c'est un métier merveilleux. Mais il y a tous ces éléments. Et puis ensuite, moi, je demande souvent au moment des recrutements, je vous livre une petite clé. Après, les trucs classiques qu'on fait dans les entretiens d'embauche, je demande souvent donc à la personne, qu'est-ce que vous ne supportez pas? En général, ils sont un peu, qu'est-ce qu'il veut dire par là, là? Puis pour que la personne comprenne, je dis, bah voilà, moi je vais vous dire ce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas les gens qui boudent. Donc s'il y a un problème, s'il y a un truc qui va pas, on le dit. Hein, je dis familièrement, tu craches ta valda. On le dit, on en parle, on nettoie, on avance. Donc c'est ça aussi que j'aime bien dans les recrutements ou quand on va être amené à travailler ensemble. Les bouderies, non. Les camineries, non. On peut à un moment donné être sur un misfit qui engendre quelque chose, c'est tout à fait normal, quelque chose de négatif. Eh ben, on en parle et on avance et on le surmonte. Parfait. On a Nicolas qui a 22 ans et qui fait un M2 études de marché, donc on est vraiment Hmm. à l'université de Cergy, qui nous demande si, selon vous, de nos jours, il est possible de devenir directeur général délégué en montant les échelons à partir de chargé d'études et puis senior, etc., etc. Et cetera. Et selon vous, combien il faudrait d'années pour y arriver? Alors là, on a quelqu'un qui... J'ai envie de dire, mais bien sûr que c'est possible. D'abord, moi, j'ai démarré chargé d'études, hein. Et vous avez, dans la plupart des cas aujourd'hui, les gens qui sont les DG ou les directeurs généraux délégués ou les DGA dans les instituts de sondage sont des gens du métier, donc qui ont démarré dans le métier en tant que chargé d'études. Après, comme souvent, vous progressez parce que vous êtes bon chargé d'études, et ben vous commencez à avoir de la relation client, donc vous devenez plus commercial, vous élargissez votre palette de compétences. Du coup, vous commencez à vendre des études, et bien vous avez besoin de chargé d'études, donc vous apprenez à manager un peu sur le tas, ce qui est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas toujours été formé comme ça, donc il faut avoir des formations complémentaires. Vous managez une petite équipe, et c'est comme ça que progressivement, vous pouvez vous retrouver à un poste de direction. C'est encore vrai. Moi, une des raisons qui fait que je suis passé de la Sofres à Ipsos il y a 11 ans, c'était pas simplement parce que Ipsos c'était le troisième groupe mondial. Honnêtement, Kantar, Sofres c'était aussi un groupe mondial important. C'est qu'il y avait eu un rachat, je vais être très très clair, hein, il y avait eu un rachat du groupe Kantar par un groupe de communication et par un groupe qui était anglais. Eh bien, moi, ça m'intéressait de continuer à travailler pour quelqu'un qui était français, mais surtout qui était un homme du métier. Et Didier Truchot, il avait démarré comme chargé d'études. Il avait créé, il y a 40 ans, avec trois ou quatre personnes, enfin lui c'était le fondateur, mais ensuite il y a quelques personnes qui l'ont rejoint. Il a créé une entreprise qui est devenue un groupe mondial présent dans 90 pays et le troisième groupe mondial. Et bien, ça m'intéresse pour répondre à la question, et c'est la preuve que ça marche, de continuer à travailler avec des gens qui savent ce que c'est que les études, qui savent ce que c'est qu'un client, qu'une méthodologie, de pouvoir lui dire, ben là j'ai un problème, voilà, j'ai un problème parce que dans nos outils, ceci, cela, etc., parce qu'il va comprendre. Et pas d'avoir un DG qui serait, par exemple, un pur financier totalement extérieur au métier. Donc oui, c'est possible, c'est souhaitable. Je pense que franchement, il faut avoir des gens du métier qui aiment le métier et qui le comprennent. Et c'est encore l'immense réalité de la plupart des boîtes d'études qui existent dans ce pays. Super. On a Capucine qui a 23 ans et qui est étudiante à Grenoble École of Management, enfin école de management d'ailleurs, qui nous demande quel a été le moment le plus important dans votre carrière. Ah, c'est une question difficile. Je me suis jamais posé comme ça.
Parce qu'on a le moment le plus important. Je saurais pas bien répondre. Il y a des moments où vous avez à prendre des décisions sur votre carrière personnelle. Bon, voilà, est-ce que je bouge, est-ce que je ne bouge pas? Moi, j'ai eu un moment où quelqu'un m'a fait venir, un président, donc j'étais DGA, mais il m'a fait venir et il m'a dit, il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être dans la relation client et l'expertise, la substance, là, tout ce que tu veux, ou est-ce que tu veux être dans le management? Mais tu dois choisir. En gros, il me disait, si tu veux être DGD ou président, il faut que tu arrêtes d'être avec les clients, parce que tu ne pourras pas tout faire. La question était dérangeante, mais je l'ai bien aimée parce qu'elle m'a obligé à réfléchir et à trancher. Et je me suis dit, moi, mon but, il n'est pas d'être président ou DG, je suis directeur général délégué. C'est important, hein. Parce que la Mhm. relation client est quelque chose que j'ai chevillé au corps. Mais c'est des orientations clients. Vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir les plaisirs de la relation client et les plaisirs de la direction générale, de ceci ou de cela. Donc, il y a des choix par moments comme ça qui sont importants. Après, des moments importants, j'en ai eu aussi en tant que manager. Quand vous dites cette Ouais. personne-là, est-ce que je la garde ou est-ce que je ne la garde pas? Eh ben, c'est des moments qui sont des moments difficiles, qui sont des moments de, vous êtes confronté à une situation humaine et managériale qui n'est pas simple toujours, parce que vous vous dites, oui, dans un monde idéal, il faut garder tout le monde, il faut continuer à embaucher, mais par moment, il y a des situations où vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous mettez en danger l'équipe, parce que la personne ne fonctionne pas, n'est pas adéquate au poste. Et voilà, c'est des moments pas marrants, mais c'est des moments importants et dont vous vous souvenez pendant longtemps. En tous les cas, moi, je m'en souviens pendant longtemps. À l'inverse, il y a des grands moments, alors soit de relations particulières avec un client ou d'intensité qui peuvent être un peu dramatiques, soit des moments de grande Mhm. joie avec des équipes. Quand vous avez remporté un très beau contrat ou quand vous avez fait une très belle campagne, de très belles estimations, et que vous faites le bilan à la fin. Moi, j'ai connu ça par moment et vous dites, bon, on a fait une année superbe. On a fait du bon boulot, on a fait une année superbe. Donc il y a il n'y a pas un moment, j'ai du mal à répondre et dire un moment, ça dépend de quel point de vue, et sur quelle situation, mais j'ai plusieurs grands moments. Moi j'ai l'impression d'avoir une vie professionnelle très riche parce que c'est une vie de contact, encore une fois, de relation avec beaucoup de gens, en interne comme en externe. Et ça, c'est une immense satisfaction. On a Marion qui a 19 ans et qui est étudiante en IUT qui nous demande à quoi aspire-t-on après un tel poste. Mais j'ai l'impression, oui, tu as Je suis tel désolée. poste comme c'était un Graal et tout. Ben, j'aspire pas à un après, moi. Si j'étais insatisfait de mon poste ou frustré ou si j'étais dans la lassitude, oui, je serais dans la recherche d'autre chose. Mais je suis désolé, je vais me répéter, mais ce que je fais continue à me passionner depuis plus de 30 ans. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à développer, c'est de continuer à élargir mon spectre. Ça a toujours été mon moteur, ça. C'est de ne pas répéter et m'enfermer dans quelque chose où vous êtes installé dans une zone de confort et puis vous répétez. Alors vous êtes à peu près bon parce que vous connaissez le truc. Franchement, au bout de quelques années d'expérience, si vous ne le connaissez pas, c'est que là, vous êtes très mauvais. Donc le but, c'est d'en permanence sortir de cette zone de confort, d'aller butiner sur d'autres terrains de jeu, d'agréger d'autres niveaux de connaissances, de passer du technique au commercial, au managérial, à de la finance à un moment donné. Donc moi, mon moteur, c'est ça, c'est de continuer à élargir mes compétences, mon domaine de compétences, tout en étant en relation avec des tas de gens en interne, des tas de gens en externe. Ok. On arrive dans les dernières questions parce que le temps passe. Peut-être cette question de Stéphane de Sciences Po. Comment vivez-vous toutes les critiques, en particulier sur les sondages d'intention de vote et notamment de la part des politiques? Alors, ils le font moins qu'il y a quelques années, les politiques. Mais là où vous avez raison, c'est que quand vous croyez à votre métier, et moi je crois à l'utilité de mon métier, à sa rigueur et à plein de choses, et que progressivement vous voyez monter des critiques, par moments c'est un peu douloureux. Et je l'ai vécu parce que j'enseigne aussi depuis maintenant plus de 20 ans à Sciences Po, enfin j'avais fait aussi à Paris 1 puis à Sciences Po,
Et j'ai chez les étudiants également une transformation du regard sur notre métier et la montée des critiques. Et je me disais toujours, mais ceux que j'ai là, qui sont inscrits dans ma conférence, bah, c'est les moins critiques, puisque au moins ils sont encore intéressés, puisqu'ils viennent dans cette conférence. Donc comment est-ce que je le vis? Je le vis un petit peu douloureusement, parce que je trouve que c'est dommage, et j'essaye surtout de rectifier les choses. J'essaye d'expliquer, j'essaye de monter de cette critique, de voir en quoi elle est fondée et comment on peut y répondre, mais aussi de démystifier, d'expliquer. Dans le cours que je fais, il y a toujours une séance sur les redressements d'intention de vote. Parce que, alors là, qu'est-ce que j'ai entendu sur les redressements d'intention de vote comme fantasme, comme bon, bah, j'explique ça, j'ouvre la soi-disant boîte noire et à mon modeste niveau, j'essaye en permanence de dire ce qu'est notre métier. Notre métier, par exemple, ce n'est pas les sondages. Ça, c'est un des ratés de notre communication à nous. Nous ne sommes pas une boîte de sondages. Nous faisons plein d'autres choses, énormément d'autres choses, des études qualitatives, du web listing, des analytics, on travaille avec des data scientists, donc encore une fois, il y a énormément de choses et pas simplement des sondages à la papa comme on les fait depuis 1938. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire en permanence, de raconter, d'expliquer notre métier, de le prouver en essayant de faire des bonnes études avec de très bonnes équipes. Et ma grande chance aussi, c'est d'être entouré, parce qu'encore une fois, c'est un collectif, et d'être entouré de très bons. J'ai un président, là, notre président, qui un jour m'a posé cette question qui était un peu déstabilisante. Ça marchait pas mal, et il me dit pourquoi ça marche? Vous ne posez pas cette question. Vous posez la question quand vous faites une mauvaise année. Hein, merde, qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche pas? Et je me souviens que je lui ai dit, mais parce que je n'ai jamais eu à superviser une équipe d'individus aussi bons pris individuellement. Alors, à Ipsos, moi j'ai des équipes avec vraiment des très bons. Donc faire marcher tout ça ensemble, c'est pas forcément facile tous les matins parce qu'ils ont du caractère, mais c'est un vrai bonheur. C'est super d'arriver le matin et de vous dire, je suis avec des très bons chacun dans leur domaine. Ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on cherche à avoir après. Je cherche à avoir toujours des gens nouveaux, très bons, et qui vont aussi m'apporter des tas de choses. Merci beaucoup, Brice. Je suis désolée parce qu'on arrive à la fin de notre Non, heure non. d'échange. Merci à C'était vraiment vous. Je passionnant. voudrais juste dire, du coup, vraiment, ne vous découragez pas. La période n'est pas la plus simple, mais allez-y, ne lâchez pas le morceau. Et dites-vous il y en a encore sous la pédale dans ce pays, qu'il y a des choses à faire. Gardez de l'énergie et de la niaque. Jouez sur le réseau, jouez sur ce qu'Émilie ou des gens comme Émilie peuvent vous apporter et vous aider. C'est extrêmement précieux. Et je souhaite donc de trouver votre voie et des métiers aussi passionnants que moi j'ai eu la chance d'en trouver un. Un énorme merci, Brice, Merci à vous. pour vos mots et pour tous les éclairages que vous avez apportés à nos jeunes. Merci à tous les jeunes qui ont posé de très nombreuses questions et je m'excuse parce qu'il en reste encore plein. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur My Job Glasses, il y a de très nombreux ambassadeurs d'Ipsos qui seront ravis d'échanger avec vous et de répondre à toutes les questions auxquelles Brice n'a pas pu répondre ce soir. Alors n'hésitez pas à aller les contacter et à échanger avec eux. Et puis, vous dire aussi que ce sont des personnes qui sont extrêmement engagées. On a eu, par exemple, quelques ambassadeurs du groupe qui ont fait jusqu'à 12 rendez-vous le mois dernier. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour ça et ils sont ravis, comme Brice l'a fait là ce soir, de partager la passion de leur métier avec les jeunes. Je voulais également vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité d'exception, puisqu'on aura la chance de recevoir Alexandra Palt, qui est la directrice générale de la RSE du groupe L'Oréal et également directrice générale de la Fondation L'Oréal. Elle viendra notamment nous parler de toutes les actions que le groupe L'Oréal a mis en place pour aider dans le cadre du Covid-19 et notamment la fabrication de gel hydroalcoolique, mais également vous parler de tous les engagements du groupe L'Oréal pour les femmes, pour l'environnement et puis il y a encore énormément d'autres choses qu'elle va pouvoir vous apporter. Donc rendez-vous jeudi prochain à 18h pour un nouveau webinaire, un métier d'exception. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. On vous enverra bien sûr le lien du replay du webinaire de ce soir avec Brice. Et puis, merci à tous
Merci à Brice. Merci à vous d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à jeudi prochain, du coup, avec Alexandra Palt et le groupe L'Oréal. À très vite. Merci beaucoup.